Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se détache des sorties nouvelles pour s'attarder un instant sur une ressortie et pas des moindres, un chef-d'œuvre du cinéma d'animation contemporain qui revient sur grand écran dans une toute nouvelle copie. On ne boude donc pas notre plaisir face au géant de fer de Brad Bird, puisque c'est de lui dont il s'agit et que nous allons évoquer avec les 3 androïdes de dernière génération ici rassemblés. Rafik Djoumi, salut Rafik. Salut. Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour. Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Thomas. Et puis sans oublier bien sûr le public réuni ici à l'antenne Paris. C'est le ciné épisode 62 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Le géant de fer, faut-il encore le préciser, d'autant plus qu'on en a parlé dans une de nos toutes premières émissions, mais c'est pas grave, quand on aime on compte pas. Le géant de fer donc, ça se passe dans l'Amérique des années 50, c'est l'histoire du petit Hogarth qui découvre dans la forêt à côté de chez lui un robot géant qui va devenir son ami, mais leur camaraderie naissante est vite perturbée par l'entrée en jeu de l'armée qui, en pleine guerre froide, s'intéresse de près à ce qui se passe dans la petite ville de Rockwell. On l'a dit, c'est signé par un grand monsieur qui s'appelle Brad Bird, à qui on doit plein d'excellentes choses chez les Simpsons, mais aussi Les Indestructibles, Ratatouille ou encore le très très bon Tomorrowland auquel nous avons consacré une émission par le passé. Le géant de fer, c'était son premier long, c'était il y a 17 ans, ne touchez pas à ma bière et c'est toujours aussi bien. You think this middleman is fun, but who built it? The Russians, the Chinese, Martians, Canadians? I don't care! You are going to tell me about this thing and we are going to destroy it before it destroys us! We gotta show them you're good. You are what you choose to be. I'm Superman. Alors, ce géant de fer, quel regard on porte dessus? Julien, je crois que tu as vu cette nouvelle copie. Oui, Alors. oui, parce qu'il faut peut-être le signaler en ouverture. La version qui ressort en salle comporte 2 petites scènes coupées. Ça change pas grand-chose. Ça change même plutôt rien. Je crois me souvenir d'ailleurs qu'elles étaient présentées dans une édition spéciale du film en DVD parce qu'il était déjà ressorti dans une édition spéciale ultérieurement. Il y a une scène de dialogue entre la maman et le beatnik et il y a qui est une scène très marrante et très touchante mais très courte encore une fois qui ne change pas radicalement le film ni les relations entre les personnages. Puis il y a une autre scène qui est peut-être plus mémorable mais sur laquelle moi j'ai eu un peu plus de réserve, qui montre un petit peu plus le passé du géant de fer, donc ce qu'il faisait dans l'espace, d'où il vient et quel est son but dans l'existence. Et je comprends qu'il l'ait coupé en fait parce que ça casse le mystère du personnage et je pense que c'est un personnage qui fonctionne énormément sur le mystère et sur le fait que nous-mêmes on y projette ce qu'on a à y projeter, quoi. Donc bon, je pense que c'était logique de le couper, ça gâche pas du tout le plaisir, c'est une immense joie de revoir le film sur grand écran. Je suis pas sûr qu'il l'ait coupé autrement que de force à l'époque de la sortie du film. Peut-être. Moi, alors, depuis qu'on a enregistré, je sais pas pour me la péter, mais depuis qu'on a enregistré le précédent de ciné sur lequel on parlait de Tomorrowland et du géant de fer, j'ai interviewé Brad Bird pour citer Julien Dupuis. En fait, tu te la pètes. Non, je cite surtout Julien Dupuis en fait. Oui. Mais et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que lui-même ne valide aucune des deux. Enfin, je veux dire, pour lui, il valide les deux versions. Il y a pas de problème. Vous pouvez apprécier l'une ou l'autre sans aucune préférence. Voilà. Le truc avec le géant de fer, c'est ce qu'il faut préciser, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est assez miraculeux que ça ressorte en salle. Je pense que c'est aussi dû à lui. En fait, tu parlais d'édition spéciale en DVD qui était sortie à l'époque, c'est quelque chose qu'il a poussé beaucoup à l'époque. Là, de nouveau, en fait, en Blu-ray, Warner voulait sortir un Blu-ray cul nu, sans rien du tout, même pas reprendre les bonus, voilà, cul nu, sans reprendre les bonus de l'époque. Et en fait, il a dit non, vous allez, on va attendre et vous allez vous décider à sortir ça avec les bonus, avec les choses en question. Donc, cette sortie, en fait, va être accompagnée d'une sortie en Blu-ray. C'est déjà le cas aux États-Unis parce qu'il est sorti il y a 1 an déjà aux États-Unis. Dans 6 mois en France, je crois. Ouais, dans 6 mois, c'est toujours un peu. Voilà, ouais. Et oui, c'est miraculeux, mais je pense que c'est aussi Brad Bird qui est son premier VRP sur le film en fait, parce qu'il sait très bien, ça lui a coûté beaucoup à l'époque en fait. Oui. C'est peut-être il faut rappeler un petit peu l'histoire du film. C'est un film qui est sorti en 99, qui est passé relativement inaperçu aussi parce que la Warner n'avait pas vraiment
de croyance dans le velléité de le vendre, voilà, plus que ça, dans le ouais. succès du film. J'ai l'impression justement. Ils avaient carrément fermé le département animation. Voilà, c'est ça, en C'était fait. pas qu'ils n'avaient pas de croyance, c'est qu'ils avaient décidé, avant que le film ne soit terminé, que de toute façon, ils arrêtaient. Donc, ils ont quand même laissé la production aller jusqu'au bout, mais il était évident que la sortie en salle était d'emblée sacrifiée. Ce qui était dû à l'échec à l'époque de Excalibur. c'est ça Voilà, c'était... Excalibur, l'épée magique. En fait, dans les années 90, toutes les majors ont essayé de lancer leur branche animation quand Disney était en train de déchirer le box-office pratiquement chaque année avec les Aladdin, les Petites Sirènes, les Rois Lions et consorts. Toutes les majors s'y sont mises d'un coup. La Fox a lancé son Anastasia. Et donc, Warner s'était lancé aussi dans ce truc qui s'appelait Quest for Camelot en anglais, donc Excalibur l'épée magique, qui est probablement un des dessins animés 2D de studio hollywoodien des années 90 les plus mal foutus qu'on puisse imaginer. Pas seulement des années 90, je pense. C'était vraiment véritablement une horreur C'est une grosse merde. qui a eu un échec mérité, sauf que le second, celui qui devait arriver après, c'était The Big Masterpiece, Eh oui. qui était le géant de fer et qui a été du coup complètement abandonné et qui est sorti dans un anonymat complet. Même des gens comme nous qui sommes a priori susceptibles, intéressés par l'animation. Moi, je me souviens, je crois que je l'ai pas vu à sa première sortie. Je l'ai vu en il me salle, semble, hein. je l'ai vu en Il projet. m'a fallu attendre. Bref. Le truc, c'est qu'en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que vu le beat du film et vu que ça a plongé en fait Brad Bird dans un gros questionnement qui a donné lieu aux Indestructibles. En fait, toute l'histoire des Indestructibles, le pitch de base en fait des super-héros qui n'ont plus le droit d'utiliser leur pouvoir et qui comment dire, se retrouvent dans une routine qu'ils ne peuvent pas supporter. Et comment ils vont réussir à se reconstruire, à se retrouver, ça part en fait de l'échec du géant de fer. Donc c'est assez intéressant de voir à quel point en fait sur ce point de vue-là en fait Brad Bird fonctionne vis-à-vis de ses œuvres en fait comme enfin qu'elles viennent de l'intérieur. Mais pourquoi quand tu le questionnes en fait sur l'aspect peut-être autobiographique du film, voilà, intime. En fait, il met vraiment ça sur le compte de l'auteur du roman, ce qui est un peu, enfin de la source d'origine, ce qui est un peu botté en touche parce que c'est 4-5 pages en fait. Je pense pas que l'auteur du roman regardait le cerveau de la planète Arous quand il était petit à la télévision. Ouais. Mais bon, ça montre aussi peut-être l'idée qu'il y a peut-être une auto-analyse chez un réalisateur comme Brad Bird et chez généralement les réalisateurs américains. Nous, en français, on a tendance un peu à être dans l'analyse de l'auteur en fait et les Américains sont peut-être plus pragmatiques là-dessus, c'est-à-dire qu'ils partent de... Ils s'en défient même, je pense qu'ils ils ont peur de ça. Ils ont peur de ça, mais en fait il y a quand même une forme de pragmatisme de dire voilà, bon, j'ai eu cet échec avec ce film-là, comment je vais rebondir en fait et comment je vais revenir et bon, le géant de fer est un chef-d'œuvre, mais les Indestructibles est un chef-d'œuvre aussi en fait, donc voilà, je pense en plus pour comprendre le trauma qu'a été l'échec du géant de fer, il faut se souvenir que Brad Bird là, ça faisait quand même 20 ans qu'il était sur le marché et c'était quand même, pour les initiés, c'était un peu le meilleur secret d'Hollywood, quoi. C'est-à-dire que je pense que tout le monde, tous les gens qui étaient dans le milieu de l'animation savaient que ce gars-là, qui sortait de la promotion de Call Arts miraculeuse, qui nous a donné John Lasseter, Tim Burton, Ron Musker, tout ça, il y avait ce gars qui était peut-être le plus talentueux de tous, ou pas loin en tout cas, qui avait brillé particulièrement pendant l'étude et qui n'arrivait pas à décoller. C'est-à-dire que Brad Bird, pendant 20 ans, il a accumulé les projets de films qui n'ont pas abouti. Et qui se faisait aussi un peu entuber par ses anciens collègues. Enfin, il avait créé ce sketch de Amazing Stories, Family Dog. Enfin, il avait donc animé, il avait tout fait, réalisé par Brad Bird, qui a surpris tout le monde parce que dans la série, en plus, ça faisait un peu extraterrestre, cet épisode animé. Et qui tout d'un coup est devenu une série télé produite par Tim Burton, où tout d'un coup le nom de Tim Burton a pris l'identité de Family Dog. Et il y en est allé même pour les Simpsons. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a mis très très longtemps à reconnaître l'apport l'importance de Brad Bird sur les Simpsons. Quoi. Donc, voilà, quand vous regardez la saison 2, vous retrouverez les mêmes idées de mise en scène que vous avez vues dans Les Indestructibles et autres. Il était vraiment en train de s'entraîner. Il y a un tempo dans le travail de Bird qui est incroyablement reconnaissable. Le géant de fer, pour moi, c'est pas compliqué. C'est l'adieu de la fin du XXe siècle au cinéma d'animation 2D, puisqu'on a clairement on n'a plus jamais eu de film d'animation 2D de long métrage de ce niveau-là, et je pense qu'on n'en aura jamais vu comme le courant que l'animation a pris avec l'animation d'image de synthèse.
je pense pas que La Princesse et la Grenouille puisse prétendre à porter le flambeau. Donc il a vraiment donné à l'animation 2D son dernier chef-d'œuvre, mais à quel prix au niveau personnel, effectivement. Et c'est vrai qu'en plus, dans l'histoire de l'animation, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a déjà une intégration totale de l'image de synthèse, puisque le géant du titre est fait, lui, en image de synthèse. Il y a d'autres éléments dans le film qui sont faits en image de synthèse, mais lui, c'est le plus notable. Et avec une très belle animation et tout. Donc c'est vrai qu'on sent que là, il y a une époque qui s'éteint, et puis il y a quelque chose d'autre qui se réveille. Et c'est aussi un film dans on parlait d'autobiographie, d'autorisme, etc. C'est aussi un film dans lequel il porte toute sa culture, qui est une culture geek, hein, on ne va pas se le cacher, en le resituant dans le contexte de l'arrivée des 60s et de toute la pop naissante, à travers le personnage du beatnik, etc., qui annonce des choses, à travers les géants de fer, bien sûr, qui s'identifient à Superman, à travers le concept de mecha aussi, parce que le gamin est souvent sur les épaules du robot. Une idée qu'on va retrouver d'ailleurs dans Ratatouille, hein, qui est un autre film de mecha de Brad Bird. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Et l'hommage aussi au graphisme, je sais pas, il a un nom, ce graphisme justement très 50s, un peu dans la lignée 101 Dalmatien et compagnie, mais bon, je m'égare. Donc voilà. Tu t'es coupé toi-même. Hein. C'est fou ça. Tu fais tout seul. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus Est-ce que Brad Bird n'est pas un petit peu maudit? Non, je pense qu'il faut en profiter pour donner du crédit, rappeler l'importance du public et des passeurs dans l'histoire des films. Parce que donc voilà, on a un film qui est vraiment un film miraculé, ressuscité, qui aujourd'hui bénéficie d'une sortie prestigieuse qu'il n'a pas du tout eu à son époque. Et ça, c'est vraiment un travail de fond. Je veux pas être méchant vis-à-vis de la Warner, mais c'est clairement pas de leur faute. Si le film est devenu le classique qu'il est. Moi, je me souviens que lorsque l'édition spéciale en DVD était sortie, c'était un director's cut avec commentaire audio, pas director's cut, mais commentaire audio, des bonus, tout ce que tu veux. Moi, j'avais un ami qui était un fan absolu du film, qui bossait pour une énorme chaîne de magasins, qui faisait des achats, donc très important pour tout le pays. Et qui voit arriver ce magnifique collector, c'est génial, enfin le géant de fer arrive, et il était dans la collection Warner Kids, qui était une collection pour les petits gamins, il y avait un sticker Warner Kids, bon, et généralement c'était des disques qui n'étaient pas très chers. Or le géant de fer, l'édition simple, était déjà en Warner Kids. Et donc, il l'appelle Warner, il dit c'est une erreur, là, c'est une édition collector, spéciale, vraiment un truc événementiel. On va pas le mettre en Warner Kids ici, on le met en Warner Kids, on remplacera les autres. Mais là, c'est pour les enfants, Warner Kids. Oui, c'est pour les enfants, oui, bien sûr. Donc, a priori, les enfants vont se précipiter sur un DVD parce qu'il y a un commentaire audio en anglais non sous-titré. Bien sûr. Tu vois, et des bonus bien chiants. Enfin, ça donne une idée. Pour eux, c'était un produit de plus. Ce qui vraiment a fait la réputation du film au fil des ans, c'est le travail de tout un chacun partout, des petits blogueurs ici et là, des gens qui ont redécouvert le film, qu'on en parlait sur le net et tout. Donc, faut pas sous-estimer, faut jamais sous-estimer la puissance de la communauté de spectateurs lorsqu'ils s'emparent d'un film et en font leur objet de cœur et de le transformer en classique. Non, Stéphane a tout à fait raison quand il dit que Brad Bird c'est son meilleur VRP, c'est un mec qui lâche pas le morceau, quoi. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a du mal à travailler aussi facilement, à part quand il est chez Pixar. Mais c'est vrai parce que Tomorrowland, ça s'est très mal passé aussi. La sortie s'est pas bien passée en tout cas et tout, mais c'est vrai que c'est un cas exceptionnel cette ressortie parce que c'est un film qui était oublié puis dont l'aura petit à petit a grossi au fil des ans et voilà pour avoir une seconde chance aujourd'hui dans un laps de temps d'ailleurs aussi court finalement parce qu'il y a 15 ans entre les deux, c'est pas beaucoup quoi. Donc voilà, et je pense qu'il faut donner raison à cette ressortie en allant en salle. En plus, c'est vraiment un film à voir en salle, je trouve, le géant de fer. Avant de se quitter, je signale aussi la sortie en édition française de L'Art du géant de fer. Mais tu aurais pu t'en servir pour ta reco, non? C'était pas ta reco? Oui, ça sera ma reco. J'ai rien dit. Alors je peux dire ma phrase habituelle? Ok, d'accord, c'est bien. Merci Rafik. C'est la première fois que tu viens. Avant de se quitter, on prend quelques minutes, comme le veut la tradition, pour les recommandations, enfin même pour les gens qui viennent souvent dans l'émission. Si on peut rester autour du film, et Brad Bird c'est bien, mais c'est pas obligatoire, on en tiendra pas à rigueur. Tiens, Rafik par exemple. Oui.
Est-ce qu'il y avait une recommandation, Rafik? Alors, donc, oui, j'ai une recommandation. Merci. Figure-toi Oui. que est paru au mois de septembre un magnifique artbook du Géant de Fer. C'est pas vrai. Pour préparer justement cette sortie événementielle. Donc ça s'appelle tout simplement l'art du Géant de Fer. C'est bourré de dessins de préparation et tu te doutes qu'avec un projet de Brad Bird, il n'y en a pas qu'un. Magnifiquement reproduit. Je suis en train d'essayer de retrouver le nom de l'éditeur. C'est Achilleos, voilà. C'est Achilleos qui distribue ça. J'ai pas le prix en tête. Bon, je pense que vu le poids et la taille du bouquin, je crois que c'est dans les 30 €. Vous l'avez en plus, Il magnifique. est très beau. Voilà. Je le montre pour le public qui est là. Voilà. Les internautes qui nous écoutent ne peuvent pas le voir. Vivement recommandé. Donc, l'art du Géant de Fer de, comment il s'appelle, Ramin Zahed. Avec une préface de Brad Bird. Aucun lien de parenté. Avec une préface de Brad Bird, voilà. Et non, mais vraiment des dessins de pré-prod absolument magnifiques. Donc, jetez-vous là-dessus. Et donc, il y a bien pour les fans du design au cinéma et notamment de Star Wars, il y a bien des dessins de Joe Johnston, qui est le grand designer de Star Wars avec Ralph McQuarrie. Donc, voilà. Qu'on retrouve donc dans cet art du Géant de Eh Fer. oui, parce qu'il a designé le robot. Voilà. D'accord. Julien, ta recommandation? Pas l'art du Géant de Fer, s'il te plaît. Non, j'aurais bien fait À la poursuite de demain, mais c'est peut-être un peu banal. Alors, peut-être la musique. Qui est donc de Tomorrowland. Tomorrowland, ouais. ouais. Mais c'est très bien. Voyez ça a été Oui, un peu c'est éclipsé vachement par Mad Max Fury Road parce que c'est tellement énorme. Mad Qui Max était pas Fury mal Road, aussi, voilà, mais c'est vraiment super, quoi. On a fait une émission Et de ciné fait- sur Tomorrowland. Voilà, et donc il faut retourner voir Tomorrowland pour que Tomorrowland puisse ressortir dans 15 ans. Ce serait très bien. Et Non, mais une édition spéciale. Je pense de ce nom. sincèrement que Tomorrowland est destiné aussi au fil des ans à Je pense. se gravir dans Bah, l'échelle il de la y a un très réputation. bon des tweetos qui s'appelle Tomorrow Times d'ailleurs qui recense tous les bonus qu'ils peuvent trouver à gauche à droite. Non, Est-ce qu'il y a une reco cachée derrière tout ça? oui, alors on peut peut-être en faire une autre. C'est la musique de Michael Kamen sur le Géant de Fer, parce qu'on Ouais. n'en a pas parlé. C'est vrai. Et je trouve que c'est une de ses c'est une de ses dernières grandes compositions avant qu'il nous quitte prématurément. J'adore la musique du Géant de Fer. Oui, elle est alors magnifique. vous voulez être pété, vous, avec Brad Bird. Moi, j'ai interviewé Sylvester. Et toi, t'as Ouais. Moi, j'ai rencontré Michael Kamen à l'époque où il venait de la terminer, pètes un peu. à l'époque où il venait Pète carrément. Hein. de terminer la musique du Géant de Fer. Et donc, pour l'anecdote, je lui avais demandé s'il avait été approché pour faire la musique du Seigneur des Anneaux. Et il connaissait pas le projet, il savait pas de quoi il s'agissait. Donc, je lui ai dit, c'est un film de Peter Jackson qui va se faire en Nouvelle-Zélande. Et là, il fait Mick Jackson, mais j'adore Mick Jackson, il est super cool, qui est le réalisateur de Volcano. Oui, en fait. tout à fait. C'est pas du tout la même personne. C'est un peu son truc parce qu'il t'a confondu avec Joel Silver. hein. Exactement, il m'avait confondu de loin avec Joel Silver. Ah la vache. Donc voilà, Michael. Cette émission part à voilà, vol. je sais que tu es là-haut parce que tu pouvais pas être ailleurs. Désolé, mais il fallait que je la sorte un jour. Elle est magnifique, elle est superbe. Stéphane. Bah moi, Marocco, en fait, c'est Rafik qui parlait des passeurs. Il n'y a pas que les blogueurs, il n'y a pas que les journalistes, il n'y a pas que les gens qui revoient le film. Il y a aussi les gens qui le citent en fait ouvertement, quoi. Alors en bien ou en mal, des fois, hein, on va se dire par exemple, si tu regardes Les Gardiens de la Galaxie, cette version de Groot avec Vin Diesel qui joue ce personnage-là avec une voix, ça aurait pas, avec un seul mot, je veux dire, ça aurait pas pu être C'est le Géant de Fer. c'est le Géant de Fer, Parce que mal digéré à mon Mais il sens. faut dire que Vin Diesel joue le Oui, Géant de Ouais, Fer. parce c'est que la voilà, voix Vin du Diesel Géant joue de en Fer, fer. Mais il y a ceux qui le citent bien, comme Guillermo del Toro dans Pacific Rim, quoi. Et il faut, comme à la poursuite de demain, Tomorrowland, il faut revoir aussi Pacific Rim parce oui, que c'est vrai. c'est aussi un bon gros film avec plein de gros robots géants qui tapent sur tout le monde. Donc, Notamment avec un Del bateau. Toro, ami de Brad Bird, voilà. Voilà, très bien. On aura tous. Qui a interviewé Guillermo del Toro? Tout le monde autour de la table, super. Merci à tous les trois. Notre temps est écoulé. Merci à Jules à la technique. Merci au public qui a fait le déplacement ici à l'antenne Paris. Plusieurs adresses à vous donner pour patienter avant la prochaine émission. Nosciné.com, notre site où vous attendent les anciens numéros. Binge.audio pour tout savoir sur notre réseau de podcast Binge Audio et vous inscrire pour assister à nos enregistrements. Sachez par ailleurs que dès à présent, Binge Audio lance une opération de crowdfunding. Ça se passe sur Ulule, ulule.com/binge-audio. Ça commence à partir de 5 €. Ça nous permettra de rester avec vous très longtemps. On a besoin de votre soutien pour continuer. Voilà. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.